Bonjour Mathias Goldenberg. Bonjour Eric, enchanté. Enchanté moi aussi. Vous êtes CEO de Kate, vous fabriquez des mini-voitures électriques. Pouvez-vous nous rappeler rapidement ce qu'est Kate ? Ouais, tout à fait. Alors Kate, c'est une nouvelle marque française. Donc on a un nouveau constructeur de microcars électriques. On a une vision assez précise de l'avenir. On imagine que les véhicules de demain seront plus petits, plus efficients et produits le plus proche possible des clients. Donc on pensait que ce serait pas mal de créer une nouvelle marque pour faire ça, et donc on a annoncé début de l'année 2023 cette marque Kate. D'accord. Alors c'est quoi l'histoire de Kate en fait, la date de création, vous êtes combien, quels sont vos métiers, quels sont vos clients pour mieux connaître la marque? Alors l'entreprise Kate, elle a été créée réellement en 2023, donc on a annoncé la marque le 18 janvier dernier. La réalité, c'est que l'histoire de Kate, en fait, elle s'inscrit à travers l'histoire de NoSmoke, qui était une autre société qu'on a rachetée fin 2022. Ouais. NoSmoke, c'est une entreprise qui a plus de 10 ans, qui avait plus de 10 ans au moment du rachat, et qui permet à Kate de pas partir de zéro. Nous, notre vision, c'est vraiment de remplacer des véhicules thermiques lourds par des petits véhicules électriques. La barrière à l'entrée, elle est énorme, et donc c'était intéressant de partir d'un asset industriel intéressant, d'une entreprise qui avait une expertise sectorielle déjà assez forte sur la production de microcars. Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs chez Kate. Notre métier, c'est simple, c'est de concevoir, construire, vendre des véhicules. Et nos clients, aujourd'hui, ils ont changé très récemment puisque on était en vente directe. Donc on s'adressait au client final et on faisait de la vente directement depuis notre site. Depuis quelques semaines, on est passé sur la distribution indirecte. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est les distributeurs qui revendent nos véhicules aux clients finaux en B2B ou en B2C. C'est qui ces distributeurs, par exemple? Alors on n'a pas encore annoncé les noms. Ça va arriver tout début 2024. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un maillage complet sur les zones où on vend nos véhicules. D'abord sur le territoire français. On a déjà quelques points de vente à l'étranger, donc on est sur ce qu'on appelle des territoires, c'est pas vraiment des pays, ouais. mais aujourd'hui nos véhicules ressemblent à des véhicules de plage, donc on essaie d'être dans des localités où c'est assez propice. Donc voilà, on est déjà par exemple présent en Italie, au Portugal, en Espagne, en Nouvelle-Calédonie, dans des territoires qui sont propices, mais avec des très faibles volumes. L'idée, c'est vraiment de passer un step là-dessus. Et de s'entourer de distributeurs qui ont l'habitude de distribuer des marques automobiles avec tout le service associé en termes de SAV, en termes de financement, par exemple, et de prestations comme on a l'habitude d'avoir quand on achète un véhicule. Donc c'est un gros changement pour vous d'orientation stratégique, c'est-à-dire vous faites un petit peu l'inverse de ce que font certains constructeurs qui ferment leurs concessions pour aller plutôt sur une vente en direct sur Internet. Vous faites l'inverse, jusqu'à présent vous vendiez sur Internet et aujourd'hui vous développez un réseau. Ce sont des constructeurs, ce sont des distributeurs spécialisés dans l'automobile, ou est-ce que on pourra, à l'image d'une Citroën Ami, acheter une Kate à la Fnac par exemple? Alors non, aujourd'hui on est sur la distribution vraiment hyper classique. D'accord. La réalité, c'est que Tesla a montré une voie sur la distribution directe, et le reproche qu'on fait à Tesla, c'est le manque de service. Et du coup, ils ouvrent des points. Alors c'est des points qui leur appartiennent, Ouais. Mais ils sont un petit peu revenus en arrière. Il y a une mode dans la distribution automobile, c'est le mode agent. Ça veut dire que le stock n'est plus porté par la concession, mais par le constructeur. Voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais pour l'instant, on est sur quelque chose de plutôt classique. On essaye d'apprendre en fait de l'industrie automobile. On est tous passionnés de l'industrie automobile chez Kate et on n'a pas envie de forcément réinventer la roue, plutôt de montrer une nouvelle voie que de tout effacer et recommencer à zéro. C'est un peu la logique. Donc concrètement, les clients pourront essayer des voitures. Ça sera vraiment des points de vente physiques dans lesquels les gens, comme vous le disiez, pourront choisir, obtenir des financements, etc. Et vous mettrez des voitures à disposition de façon à ce que les gens puissent au moins les voir en vrai, quoi. Exactement. Et je pense que c'est la clé, surtout quand on a une nouvelle catégorie de véhicules. Aujourd'hui, Kate, on a l'idée de faire un peu le 125 de la voiture. Donc c'est vraiment un marché qui n'existe pas aujourd'hui, ou très très peu. Il y a quelques marques qui se positionnent en face de nous, ou qui ont des intentions de se positionner en face de nous. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. On a la micro-voiture
sans permis, hein, c'est un marché qui est connu et qui est relativement mature, notamment qui est poussé par Citroën Ami. Et puis il y a aussi tout un marché existant avec Ligier, Exam, tout un tas de marques. Et puis il y a les véhicules classiques qu'on appelle M1, donc l'homologation classique. Pareil, qui est un marché qui est centenaire maintenant, qui est très connu. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que dans le segment A, il y a de moins en moins de modèles, que c'est de plus en plus cher. L'électrification participe aussi à l'augmentation de ces tarifs. Et ça ouvre une voie pour le 125 de la voiture, qui s'appelle en fait le L7, hein, qui permet d'avoir des caractéristiques assez proches d'une vraie voiture, mais en ayant les avantages un peu des véhicules sans permis en termes de conception, en termes de réglementation, et du coup en termes de coûts pour le client final, de coûts écologiques et de coûts économiques qui sont assez associés. Mais alors cette voiture, c'est pour bien être précis sur sa catégorie, c'est un quadricycle lourd ou est-ce que c'est une vraie voiture qui nécessite un permis et d'avoir 18 ans? Alors, nous, on est une marque qui propose uniquement des quadricycles lourds, donc sur la catégorie L7E, donc L7 électrique. La catégorie L7, hein, elle est assez intéressante puisqu'elle permet d'aller jusqu'à 90 km/h, elle permet d'avoir 4 places. Elle a des contraintes qui sont des avantages aussi puisque on est limité à 450 kg avant batterie. Donc ça nous oblige à avoir des véhicules qui sont assez frugaux dans leur définition, mais qui peuvent avoir des prestations de véhicules adaptés à la mobilité du quotidien, hein, qui, je le rappelle, représentent 98% des déplacements. On n'a pas forcément besoin d'un véhicule avec une énorme batterie, avec des prestations très complexes, et du coup, ça représente un coût derrière, évidemment, dans le coût véhicule. Nous, l'idée, c'est plutôt de faire un véhicule qui soit parfaitement adapté à l'usage réel des véhicules, 98% du temps, donc cette mobilité du quotidien. Alors vous observez un petit peu ce qui se fait, notamment, alors ça tombe, c'est un hasard, mais mon éditorial de cette semaine traitait des K-cars, les petites voitures japonaises, qui sont pas à l'origine des voitures électriques, hein, mais qui sont des petites voitures, des vraies voitures entre guillemets, qui existent depuis les années 40, mais qui sont des voitures qui correspondent à des normes très particulières, moins de 660 kilos, je crois, moins de 3,30 m de long, etc. Vous avez observé ce marché et vous vous êtes dit que peut-être il pourrait être transposé en Europe? Ah bah complètement, c'est même d'ailleurs l'origine du mot, du nom de la marque, hein. Kate est fortement inspiré des K-cars. D'accord. On voulait une tonalité assez proche. Okay. La Suzuki Sakura, par exemple, est un énorme succès au Japon et en Asie. Et voilà, il y a quelque chose de très pragmatique, de très intelligent dans les K-cars, qui est pas forcément adapté en tant que tel sur le marché européen, mais l'inspiration et l'état d'esprit est intéressant. Donc c'est une très très grosse inspiration au point où on a nommé la marque avec un petit clin d'œil. Il y aura les K-cars au Japon et en Asie, et puis les K-cars en Europe. Notre objectif, hein, sur notre prochain projet qu'on appelle K1, pour la Kate 1 en fait, qui est vraiment le projet qui nous a donné envie de lancer Kate, c'est d'avoir un véhicule en dessous des 15 000 € TTC avant bonus, un véhicule qui propose minimum 200 km d'autonomie avec 4 places et 5 portes avec un coffre. Et c'est impossible d'atteindre cet objectif sur une catégorie M1. Aujourd'hui, entre les normes d'homologation, entre toute la complexité de l'automobile M1, avec cette volonté d'aller toujours dans le toujours plus, ce serait impossible d'atteindre cet objectif. Ce qui n'est pas du tout le cas sur du L7. Alors avant de revenir justement sur les produits et les projets, un petit mot sur la structure de l'entreprise et sur la façon dont elle a été organisée. Vous êtes le président de la société. La société a été rachetée, comme vous l'expliquiez, par un fonds d'investissement, un start-up studio, eFounders, qu'on connaît assez bien. Quel est votre parcours personnel et comment vous êtes-vous inscrit dans cette aventure? Alors en fait, Kate n'a pas été racheté par eFounders. C'est juste que Thibaut Elzière, qui est assez connu dans le monde de la tech, quelqu'un qui rayonne beaucoup et à juste titre, c'est lui qui a été porteur de projet, du projet initial. À titre personnel. À titre personnel. Donc évidemment, son focus principal, c'est EXA, le nouveau nom d'eFounders, qui occupe une grosse majeure partie de son temps. Mais il a 1, 2, 3, 4, 5 projets à côté annexes, en réalité 2 principaux, dont Kate, sur lequel il dédie du temps et de l'énergie, parce que c'est des projets coup de cœur, c'est des projets qui lui permettent d'apprendre des choses, de sortir un peu du monde de la tech pour aller sur l'industrie et
Puis il y a quelque chose de grisant à créer un constructeur. Bien sûr. C'est un des métiers, je pense, les plus durs qu'on puisse avoir. Il faut faire de la qualité, du volume, de l'efficience et des profits, du marketing, du profit. Enfin, voilà, je pense qu'on n'a pas choisi le business le plus simple. Donc Thibaut, en fait, a commencé à investir dans NoSmoke, l'entreprise d'avant, avec cette idée de créer une nouvelle marque. Et il s'est vite aperçu que voilà, il fallait une équipe dirigeante nouvelle pour porter ce projet, pour pragmatiser cette vision de rétrécir la taille des voitures. Donc il est venu me chercher, et puis aussi mon associé Pierre, qui est un ancien de chez Valeo. Donc Pierre sur la partie technique, moi-même sur la partie voilà, gestion et porteur de projets vraiment opérationnels. Et on forme un joli trio, chacun avec notre expérience. Alors Thibaut qui est très 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 tech, qui porte ses valeurs, Pierre qui est très 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 industrie automobile, et puis moi qui suis un mix un peu entre les deux, qui a eu des expériences entrepreneuriales dans le passé plutôt dans la tech, et puis qui était aussi chez Valeo, dans l'industrie automobile. Donc je suis le pont entre les deux mondes. Et Kate, c'est exactement ça. C'est une boîte, c'est une start-up de la tech, mais c'est aussi une PME industrielle qui a une forte croissance. Et ça, c'est assez nouveau en fait. Il y a énormément d'argent qui est dépensé dans le monde de la tech. Il y a des levées de fonds des fois qu'on voit qui sont avec des montants astronomiques. Alors que le monde des PME et des ETI qui financent l'Europe, aujourd'hui, c'est ce qui ramène l'argent, et ce qui finance les impôts, et ce qui finance beaucoup de choses. C'est souvent un monde qui est un peu délaissé, un peu méprisé. Je pense qu'en réunissant le meilleur des deux mondes, et en essayant d'apporter les capitaux de la tech dans le monde des PME, on pourrait complètement changer le paysage industriel européen. Et c'est un peu la logique qu'on essaye, voilà, d'éduquer les investisseurs, d'éduquer le monde de la tech en disant mais regardez, il y a des choses qui sont faites en France, qui sont faites en Europe, qui sont assez extraordinaires, et qui sont pas forcément des startups de la tech qui font du SaaS B2B comme on voit partout, tout le temps, partout. Donc vous êtes un peu une espèce maintenant de symbole de la fusion parfaite entre le monde de la tech et le monde industriel. Alors vous avez certainement besoin de fonds pour vous développer, et c'est vrai que on a vu ces derniers temps, et notamment ces 2 dernières années, que les grosses levées de fonds dans le monde de l'électromobilité avaient été faites plutôt du côté des entreprises qui font de la recharge. Donc on pense à Electra, on pense à DriveEco, des boîtes comme ça qui ont levé 250 millions d'euros pour se déployer, parce que c'est une activité qui est très capitalistique. Vous avez des projets, c'est dans ce sens-là, vous avez besoin de fonds et vous allez en lever, vous avez des pistes? Alors, on a déjà levé des fonds en début d'année, donc on a fait une première levée, ce qu'on appelle le seed, la première graine qu'on met dans l'entreprise. Amorçage. Donc on a fait une levée de 7 millions d'euros, ce qui a permis de racheter NoSmoke, de commencer à investir dans la R&D pour développer nos nouveaux projets. On en parlera juste après. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire. 7 millions dans l'industrie, c'est pas beaucoup. Donc il y a des dizaines de millions d'euros encore à lever sur 2024. Il y a déjà une partie de ces montants qui ont été sécurisés, donc on va l'annoncer dans quelques temps. D'accord. L'idée, c'est vraiment d'accélérer, d'être capable de financer l'ensemble du programme sur 2024 pour aller au bout de l'objectif qu'on s'est fixé, qui est de faire 200 véhicules par jour, donc un peu plus de 40 000 par an. Alors qu'aujourd'hui, vous en faites 200 par an. En 2022, c'est ce qu'on a fait, ouais. C'est une évolution qui est monstrueuse, de passer de 200 par an à 200 par jour. Ça veut dire complètement remettre à plat le process industriel, etc. Enfin, c'est un truc de fou, non? C'est un changement de paradigme complet. On passe vraiment de la petite PME gentillette qui a eu une croissance organique très lente et qui était toujours sur le fil, à un projet hyper ambitieux avec des ressources qui ne seront pas du tout les mêmes. On essaie de s'entourer de personnes qui savent faire ça. On est hyper humble, on sait que la marche, elle est particulièrement haute pour arriver à atteindre cet objectif. Mais on n'a pas trop le choix, parce que la réalité, c'est que pour atteindre les objectifs de tarifs de moins de 15 000 euros TTC avant bonus, il faut un effet de volume important. Il faut des process industriels qui sont très différents de ce que faisait NoSmoke en réalité, qui était une toute petite boîte qui faisait ça un peu en marge de l'industrie automobile. Donc on estime que le marché va accepter largement ces 40 000 véhicules. Ça paraît beaucoup, mais en fait dans l'industrie automobile c'est relativement modeste. Citroën Ami par exemple, c'est 30 000 véhicules par an et les capacités de l'usine font faire x3.
Et il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes sur ce véhicule et surtout les spin-offs, la nouvelle Opel Rocky, Fiat Topolino. Donc ça a ouvert une voie. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de vérifier sur les chiffres que ces véhicules sont pas du tout vendus en fait dans les centres-villes urbains, mais plutôt dans les zones rurales et les zones peu denses. Et ça rebondit un peu sur la question qui était est-ce qu'on va distribuer chez Fnac Darty? La réalité, c'est que aujourd'hui, ces véhicules ils sont achetés à la campagne ou en tout cas en dehors des zones denses, donc plutôt dans des zones de moyenne densité ou de faible densité. Et c'est là où il y a un marché énorme, parce que c'est là où il y a un besoin de mobilité énorme, et souvent sur des foyers qui ont pas forcément les revenus de Parisiens qui peuvent s'acheter une Tesla à 50 000 euros ou une Mégane à 45 000. Ils se retrouvent aujourd'hui ces foyers-là avec un choix cornélien qui est de garder des véhicules thermiques qui font vieillir, mais qui sont très coûteux en carburant, ou de passer sur l'électrique, mais avec des véhicules qui sont quand même encore relativement chers et pas forcément adaptés à leurs besoins. Nous, on arrive avec une proposition qui sera un petit peu différente. Justement, alors revenons un peu sur le produit. Là, vous êtes monoproduit aujourd'hui, on peut dire. Vous avez un seul modèle de voiture, plusieurs déclinaisons, plusieurs versions. Comment ça se passe? C'est la modèle KO, c'est ça? Ou K0? K0. Alors, le projet de Kate, c'est K1. Donc c'est la future voiture. C'est la future voiture qu'on n'a pas encore présentée, qui va être présentée courant 2024. D'accord. Ça, c'est vraiment ce pourquoi on a fait Kate. Et K1, c'est très simple. C'est un petit véhicule qui aura 5 portes, qui aura 4 places, qui fera à peu près 3 mètres 30, un tout petit peu plus. Vraiment un tout petit véhicule avec un grand coffre, avec de l'habitabilité, avec un joli design assez moderne, et qui sortira à moins de 15 000 euros TTC avant bonus. On va essayer de faire même mieux que ça, en réalité. C'est ça aujourd'hui le projet Kate, et ce véhicule, ce sera le véhicule parfait pour la mobilité du quotidien, amener ses enfants à l'école, aller travailler, aller faire ses courses. En fait, c'est souvent le deuxième véhicule qui est utilisé en premier véhicule. Et nous, notre cible, c'est pas les personnes qui habitent dans des métropoles, c'est plutôt des personnes qui habitent soit en dehors des grandes villes, soit dans des petites villes, soit carrément dans des zones rurales, là où il y a un besoin de mobilité. K1, c'est un projet qui est hyper ambitieux, il fallait bien commencer de quelque part. Donc, on a racheté l'entreprise No Smoke, qui produit des petits véhicules de plage inspirés des années 60, qui sont plutôt des véhicules assez haut de gamme, avec une tarification assez haut de gamme. Donc, ce véhicule No Smoke qu'on a renommé K0, c'est vraiment la Kate 0, c'est l'avant-projet. Voilà, ce véhicule nous sert de base technique et de base business. Dans le monde de la tech, on dit le MVP, Minimum Valuable Product. Et on itère sur ce véhicule pour l'améliorer et plateformiser le châssis pour avoir K1. Donc, on est très pragmatique. On part de ce qu'on a pour le transformer petit à petit sur ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire K1. Alors évidemment, oui, pardon. Excusez-moi, Eric. Évidemment, les deux produits n'ont rien à voir dans la cible, ils n'ont rien à voir dans la définition technique, mais il y a beaucoup de synergies en réalité qu'on voit pas forcément. Les trains roulants, les batteries, le système de motorisation, le système électronique, le système d'industrialisation. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir des revenus. Contrairement à beaucoup de startups qui n'ont pas de revenus avant la commercialisation de leur premier produit, nous, on a déjà un produit sur le marché qui finance une partie des frais fixes, qui finance une partie de la R&D, qui finance et donc sur lequel on s'entraîne à avoir de la croissance, à avoir des canaux de distribution. D'où l'intérêt en fait technique et business. Est-ce que la K0 va survivre à l'arrivée de la K1? Vous aurez 2 modèles dans la gamme, ou est-ce que vous allez tout concentrer sur la K1? Alors, la K0 va survivre, puisque l'outil industriel de K0 va rester ce qu'on appelle notre usine pilote. Donc, on teste tous les process de K1 sur l'usine de K0. C'est pas un modèle qui va se vendre par milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, on en fait quelques centaines par an. On sera capable d'en faire 1000, 1500 tout au plus. Donc, ça va un véhicule qui est relativement cher, qui est fait main, qui est vraiment un petit bijou quand on le voit. Enfin, c'est assez chouette. C'est de l'acier, c'est des formes qui rappellent beaucoup de souvenirs pour les personnes les plus nostalgiques des années 60-70. Et c'est un véhicule qui a une vraie appétence business sur certains territoires, évidemment, mais on en vend beaucoup à Saint-Tropez, on en vend beaucoup dans certaines zones. Saint-Tropez, c'était la terre de la Minimoque à l'époque. Exactement. Donc, ce véhicule a forcément une résonance toute particulière quand on voit tout le passif de ce modèle iconique, et ça permet nous d'avoir
voilà, des véhicules qui roulent, sur lesquels on apprend énormément, qu'on fiabilise, et qui ont été énormément fiabilisés par rapport à l'époque de No Smoke. Avant, on avait 70% des composants qui étaient asiatiques sur ce véhicule. Donc ça, c'était mi-2022. Aujourd'hui, les véhicules qui sortent de chaîne, là, on est à 88% des composants qui sont français ou européens. Alors, ouais, justement, on me pose la question. Là, j'ai un auditeur qui me posait la question. Vous jouez la carte du 100% ou presque français dans la mesure de ce que vous pouvez faire. C'est une voiture qui va être équipée de batteries de quel type? LFP? Alors, on teste les deux technologies. Ouais. On a testé un pack NMC, un pack LFP. Aujourd'hui, la conception des batteries et l'assemblage et toute la partie électronique est faite en France, donc avec un partenaire, même deux d'ailleurs, on travaille avec deux partenaires. Le sourcing des cellules est encore asiatique. Il y a très très peu de sourcing hors Asie aujourd'hui, donc il y a des initiatives qui sont excitantes, hein, Verkor, Northvolt, ACC, avec lesquelles on a eu des discussions, on a toujours des discussions. On design ce pack qu'on appelle la Pizza Box. C'est un pack qui fait 6,1 kWh et qui fait la taille d'une boîte à peu près une boîte à pizza, d'où le nom, et qui est séquençable jusqu'à 10 modules. D'accord. On peut théoriquement, on pourra proposer sur la nouvelle plateforme jusqu'à 61 kWh, ce qui est énorme, hein, c'est pas forcément l'objectif. Ouais. Mais on se laisse dans la réalité, vous allez être plutôt sur quoi? Sur 15-20 kWh? Sur le premier pack, on sera à l'entour des 18. Donc, ce sera 3 modules, ce qui permet largement d'avoir 200 km, pas en homolo, mais en réel, hein, sur ce type de véhicule. Ouais. On est entre 6 et 8 kWh au 100. Donc, ça permet d'atteindre cet objectif des 200 km avec 4 personnes dedans, l'hiver, avec des montées. Enfin, voilà, on sait comment ça se passe. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir 200 km sur la plus petite taille de batterie sur K1. Sur K0, on a des autonomies qui sont plus faibles. On a 2 modèles de versions. Une version qui fait 90 km réel, une version qui fait 130 km réel. C'est un véhicule de plage, donc oui. Et puis on imagine bien que la K0, la K0 est beaucoup moins profilée, hein, que ne pourra l'être la K1, parce que vous allez certainement beaucoup travailler sur l'efficience. C'est-à-dire que il y a un gros travail sur l'aérodynamique, sur le poids, etc. Ah bah complètement. C'est la clé aujourd'hui. K0, c'est un fer à repasser. Il y a pas vraiment de travail sur l'aéro qui a été fait parce qu'on reste dans le design iconique du véhicule. K1, ce sera assez différent. On a une chaîne de traction qui a été revue. L'objectif, c'est l'efficience. Même si l'aéro est moins important sur un véhicule qui va pas très vite, parce qu'on est limité à 90 km/h. Mais au-delà des 50 km/h, ça commence déjà à avoir un impact significatif. Donc, on travaille l'aéro, on travaille aussi énormément la safety, hein, sur K1. On pense que on a des contraintes de poids, c'est 450 kg, donc on peut pas faire de miracle, mais malgré tout, on pense que l'adoption de masse de ce type de véhicule passera par la sécurité. Un véhicule qui n'a pas suffisamment de normes de sécurité ne sera forcément pas adopté massivement. Autant sur les véhicules sans permis, on l'accepte parce que c'est des véhicules qui vont pas très vite, qui vont à 45 km/h. Qui ont 2 places, et puis voilà, c'est rentré un peu dans les mœurs, c'est quelque chose qu'on a hérité du passé. Autant sur du L7, je pense que ce sera un non-compromis, et tant mieux. Juste même aussi pour ma conscience personnelle, hein, j'ai pas envie de mettre des cercueils sur roues qui circulent. Donc ce sera l'enjeu numéro 1. Ça malheureusement impose des contraintes sur le design. Ça impose des contraintes aussi sur des équipements, puisqu'on est limité à 450 kilos, donc c'est quand même assez. C'est un gros challenge. Mais ça reste la priorité numéro 1 sur projet K1. Quelle sera l'architecture, sans dévoiler de secret de fabrication, hein, mais c'est une architecture de type de ce qu'on connaît aujourd'hui des voitures électriques, skateboard, avec des batteries dans le plancher et un moteur sur l'essieu arrière, par exemple? Alors, il y a une partie de l'architecture que je peux pas dévoiler, mais oui, globalement, on sera sur une architecture type skateboard, tubulaire. Parce que la réalité, c'est que ça correspond parfaitement à notre besoin industriel et ça permet de simplifier énormément, tout en ayant une expérience de conduite qui soit excellente. Les premiers protos qu'on a sont assez édifiants, hein. On n'a pas du tout la sensation de conduire un véhicule sans permis. On a plutôt la sensation de conduire un véhicule classique. D'accord. Ça tombe bien parce qu'on est entre les deux, donc on préférait plutôt balancer vers le M1 que vers le sans permis. En termes de toucher de route, c'est assez incroyable. On a du confort, on a une bonne insonorisation, on a une bonne efficience. On n'a pas un châssis qui se tord dans tous les sens. Au contraire, on a vraiment des bonnes prestations. On a cette histoire de pizza box, donc qui permet de séquencer le volume de batterie. Donc il y aura une partie un peu structurelle du pack
mais uniquement sur les 3 modules. Après, le reste, c'est du complémentaire, puisque le module, il faut minimum 3 modules pour que ça fonctionne. Donc, il y a une partie structurante sur 3 modules et le reste, après, voilà, c'est du bonus. Et après, sur la chaîne de traction, on aura 2 possibilités, avoir un modèle propulsion ou un modèle traction avant sur des typologies de moteurs assez différents. D'accord. Donc, pour l'instant, on teste les 2 en parallèle. On n'a pas validé la solution définitive, mais on a une très, très forte intuition sur une des 2 qui est pas forcément commune. Et les premiers tests qu'on fait en termes d'efficience, en termes de ressenti, pareil, valideraient plutôt l'hypothèse différenciante de ce qu'on voit sur le marché. On est sur une tension de 48 volts. Ça, c'est assez important. Pourquoi? C'est pour faciliter l'entretien. Ça permet de pas être sur des programmes de haute tension très compliqués. En fait, ça permet c'est considéré comme de la basse tension. Et puis aussi sur tout le circuit secondaire, basse tension, on voit que le marché va vers le 48 volts. Donc l'idée, ce serait de supprimer tout le circuit 12 volts pour avoir des composants directement 48 volts et pas avoir besoin de la batterie 12 volts secondaire qui rajoute du poids, de la complexité pour pas grand chose. Quelle sera la vitesse ou la puissance de charge de cette voiture? Alors, j'imagine que vous n'avez pas besoin d'une puissance très, très importante du fait que c'est une voiture qui va se charger à la maison, la plupart du temps. Tout à fait. C'est pas un véhicule qui est fait pour aller loin. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre l'autoroute avec ce type de véhicule. Donc, on se limitera dans un premier temps à 7 kW de puissance, ce qui est en fait de la recharge semi-rapide, puisqu'on a toute petite batterie. Ça veut dire qu'en 2h30, on pourra faire un cycle complet. On réfléchit à des solutions de recharge peut-être plus rapides, parce que voilà, c'est pas un one shot. Il y a K1, mais il y a aussi d'autres futurs véhicules qui vont arriver, qui auront d'autres usages. Et donc, on se laisse du mou pour imaginer d'autres définitions techniques. Le châssis, le skateboard va évoluer et permettra d'avoir potentiellement des updates et des mises à jour hardware en fonction des définitions. Mais voilà, on pense que 7 kW, ça permet déjà d'avoir quelque chose d'assez intéressant. On recherche sur du 0,4C, donc c'est parfait pour prolonger la durée de vie des batteries. Et ça permet d'avoir une recharge quand même rapide, plus sur le véhicule. Est-ce que c'est une voiture qui sera éligible au bonus écologique, cette catégorie-là? En fait, là, je me pose une colle à moi-même. C'est une colle qui est pas complètement résolue. Jusqu'à présent, on avait un bonus de 900 €. D'accord. Sur ce type de véhicule. Là, le texte de loi est pas hyper clair sur les quadricycles, donc on sait que ça peut bouger encore jusqu'à la fin de l'année. Donc on sait pas s'ils sont alignés sur le M1 encore ou s'ils nous ont oubliés, ou voilà, c'est un peu bizarre. Mais on va avoir des infos assez rapidement. L'objectif pour nous, ce serait évidemment d'avoir les mêmes bonus que les autres, puisque en réalité, on a des véhicules qui ont quasiment le même usage que par exemple une Dacia Spring ou que la nouvelle C3. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit pénalisé et qu'ils aient un avantage qui dérégule complètement le marché. Après, ce qu'on pense aussi, c'est que le bonus va disparaître au moment où on va commercialiser le véhicule. C'est ce qu'on a vu chez nos amis allemands là très récemment. On va pas pouvoir subventionner ad vitam aeternam tous les véhicules électriques. Aujourd'hui, ça représente 20% des immatriculations en France. Demain, ce sera beaucoup plus avec les véhicules qui commencent à baisser de prix et à devenir accessibles. Mais vous serez éligible au leasing social qui vient d'être annoncé par Emmanuel Macron, c'est-à-dire la voiture électrique à 100 € par mois, facilement, probablement. Alors, nous, on ne sera pas dans ce programme, mais on sera éligible de manière organique. Ça veut dire que, comme on a un véhicule qui, de base, n'est pas très cher et qui est pensé pour être le plus durable possible, ce qui veut dire qu'il y aura une belle valeur de rachat par les captifs qui financent les véhicules, on aura de manière organique une location avec option d'achat qui sera très très faible. Et donc, on se situera sous les 100 €, sans le bonus, sans apport et sans aucune aide de l'État. Donc, si on a des aides de l'État, on pourra avoir des prix type abonnement téléphonique pour avoir un véhicule. Et ce serait incroyable d'un point de vue social. Ça permettrait de donner accès à de la mobilité électrique décarbonée, vraiment pas cher pour les foyers les plus modestes qui ont besoin de se déplacer. Mais même sans ça, on sera dans les objectifs du gouvernement. Alors c'est un pari, on va conclure avec ça, mais c'est un pari quand même assez fou et même extraordinaire, ce que vous êtes en train de mener et probablement de réussir. Enfin,
Connaissant un peu Thibaut Elzière, je me fais pas trop de soucis. Je sais que c'est quelqu'un qui sait orienter les entreprises dans la bonne direction. Donc c'est plutôt un gage de réussite. J'ai une dernière question pour vous, qui est une question que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que Mathias, vous roulez vous-même en voiture électrique? Oui, alors j'ai fait ma transition il y a 4 ans. D'accord. Donc j'ai eu beaucoup de véhicules électriques parce que j'ai besoin de me nourrir. Donc j'ai eu des Tesla. Là aujourd'hui, je roule en Tesla Model Y, voilà, qui est un véhicule parfait à part le rayon de braquage qui est désastreux, mais en dehors de ça, c'est vraiment un super véhicule. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour aller à l'usine, qui est à 400 km à l'ouest de Paris. Ouais, elle est où, au fait, l'usine? Elle est à Cerizay, le nouveau site est à Rorthais. Donc on a pour l'instant le terrain, on n'a pas encore l'usine qui a commencé sa construction, mais on aura une usine qui fera 60 fois la taille de la première. Ouais. Donc c'est assez incroyable, et c'est un terrain qui fait 26 terrains de foot en termes de taille. Donc on a de la réserve foncière pour presque une gigafactory. Mais c'est à quel endroit, alors, dans quelle région de France? Alors c'est dans les Deux-Sèvres, limite Vendée. D'accord. On n'est pas très très loin des anciennes usines de Liège. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Amia et de toutes les aventures électriques. Et voilà, donc on est vraiment dans un bassin de l'automobile assez excitant. D'accord. Et très récemment, j'ai aussi acheté un BMW CE04 pour tester la mobilité à 2 roues électriques. Ah oui. Qui est un véhicule assez incroyable et beaucoup plus adapté à la circulation parisienne. J'utilise jamais la Tesla à Paris, c'est un peu compliqué de se déplacer. Ça on a une grosse ou une petite. De toute façon, de plus en plus compliqué de rouler en voiture en ville. Ça devient compliqué et stressant. Moi, je le constate tous les jours. Depuis de nombreuses années, je n'utilise plus jamais ma voiture en ville. Je me déplace exclusivement en vélo électrique ou à pied. Et quand je dois prendre ma voiture pour une raison bien particulière en ville, c'est un vrai stress parce que les plans de circulation ont changé. Enfin, ça devient très compliqué. Très bien. Bien, merci beaucoup, Mathias Goldenberg. Je rappelle que vous êtes CEO de Kett, une entreprise qui fabrique des mini-voitures électriques et qui a un projet très important pour 2024. D'ailleurs, ça serait, vous savez, la date de sortie de la K01, la K1? Alors, la K1 sera présentée courant de l'année 2024. On a retardé sa présentation qui devait être courant de l'été 2023 pour une raison qui est très simple, c'est qu'on veut limiter l'attente entre le moment où le véhicule est présenté et le moment où le véhicule est en production. D'accord. Donc le jour où on présente K1, c'est que moins d'1 an après, les premiers clients seront livrés. Et je pense que c'est la clé de la confiance avec les clients, de pas retarder indéfiniment des projets et de présenter quelque chose de très mature dans lequel ils puissent se projeter, produit abouti, fiable et pas loin d'être en production. Très bien. Donc on est très temporise. impatients. On est très impatients de découvrir cette nouvelle voiture. Merci beaucoup, Mathias Goldenberg. Merci, Eric.